Salut à tous, bienvenue, c'est Smart Rebond, un nouveau Smart Rebond d'ailleurs consacré au retail et ça tombe bien, Nathalie Echinard donc qui va nous accompagner pendant cette demi-heure. Bonjour Nathalie, bonjour, directrice générale de la BU Retail de Cegid. Ça tombe bien parce que on est vraiment au cœur. Alors évidemment, il y a tout le côté café, hôtel, restaurant, tourisme, etc. qui est dans l'impact maximum. Mais avec le retail, on a vraiment le sentiment, et je crois que c'est ce dont on va parler pendant une demi-heure, Nathalie, qu'il y a une sorte d'électrochoc et une nécessité pour l'ensemble des retailers de se dire ok, là j'ai peut-être laissé passer une ou deux occasions, maintenant j'ai plus le droit de me gourer et de regarder 360 où sont les portes d'entrée et les sources de croissance et de progrès. C'est ça, on a beaucoup parlé de l'omnicanalité, la digitalisation des points de vente. Là, on a voulu essayer de parler d'autres choses. Ouais. Et de, on va en parler un peu quand même. Oui, bien sûr, mais d'ouvrir un peu les horizons en se disant qu'il y avait des nouvelles initiatives qui pouvaient être prises et que, évidemment, on est tous sûrs que le retail, bien sûr, est toujours là, plus que jamais, même si les périodes passées et sans doute à venir sont difficiles, mais ça remet en cause tout le monde. Les fournisseurs de technologie comme nous, mais les retailers aussi. Ouais. Alors, deux retailers haut de gamme. Vous avez choisi deux retailers haut de gamme, ouais, là. Je ne sais pas, premium. Pour nous accompagner, premium. Enfin, on est absolument ravis. Donc, André Louis, bonjour André. Vous êtes le directeur financier, le DAF de Longchamp. Et puis, Rémi Baume, bonjour Rémi. Vous êtes le patron, alors nouveau patron, hein, vous me disiez, de Zadig & Voltaire. Depuis un an. Depuis un an. Voilà. Vous avez démarré. Juste avant le choc. Juste avant le choc. Vous êtes arrivé et boum, toutes les boutiques Zadig & Voltaire en France. Ou même dans le monde d'ailleurs, fermé. Dans le monde fermé. Bien sûr. Avec quoi on commence, Nathalie? Vous avez dit, justement, nouveaux horizons géographiques. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous mettez dans nouveaux horizons géographiques? Alors, du fait que le tourisme a été un peu à l'arrêt, et dans ces marques premium, ils en parleront bien mieux que moi, effectivement, notamment les touristes asiatiques ne se sont plus promenés en Europe. Ouais. Et du coup, il y a un espèce de barycentre qui s'est décalé sur cette zone. Et les Chinois ont commencé à consommer localement les produits de ces belles marques. Et du coup, nous, comme on accompagne depuis longtemps l'ensemble des retailers à l'international dans plus de 70 pays, eh bien, on a aussi beaucoup investi en Chine pour pouvoir les accompagner de la même façon. Ça veut dire quoi, vous, par exemple, investir en Chine, comment ça se matérialise? Alors, depuis de nombreuses années, on avait des équipes sur place, qu'on a toujours, bien sûr, qui sont basées à Shenzhen et à Shanghai, pour supporter nos clients étrangers en termes évidemment de support au sens anglo-saxon du terme, déployer les solutions. Sans doute très et puis, nos solutions sont dans le cloud. Et aujourd'hui, on avait la possibilité d'aller dans tous les pays du monde par grands sites géographiques, mais il y a une complexité liée à la Chine, du fait que légalement, les données doivent être enregistrées en Chine. Et donc, on a pris la décision d'investir et donc de sortir ce qu'on appelle un point of delivery. On a mis des mois pour faire ça. C'est d'une complexité sans nom, d'un point de vue administratif. Point of delivery, ça veut dire quoi? Un cloud chinois, quoi, en fait. Exactement voilà, ça, et qui est bien sûr complètement interconnectable avec le reste des clouds. Et on a, normalement, il sort le 1er mars. Et André, alors je vais commencer avec vous, André, mais parce que c'est un truc auquel je ne pensais absolument pas. C'est-à-dire, il y a, oui, évidemment, sans doute une complexité, vous allez me la décrire, déjà à monter un réseau de boutiques en Chine, etc. Mais effectivement, il y a une complexité supplémentaire sur l'utilisation de l'ensemble des outils digitaux avec lesquels, j'imagine, vous avez l'habitude de travailler dans les pays occidentaux. Alors, et qu'il faut complètement réinventer quand on débarque en Chine si on n'a pas justement le soutien d'un acteur international. Alors, ce que vient de dire Nathalie est très important, à savoir que la crise a engendré un basculement du tourisme chinois vers une consommation domestique chinoise. Et donc, ce qui se passait avant, où globalement, pour des marques comme la nôtre, la majeure partie de nos ventes aux Chinois était faite hors de Chine, là maintenant, de fait, elle doit se faire en Chine. Ouais. Donc, l'accélération de la consommation en Chine impose d'ouvrir des points de vente physiques en Chine. Et d'ailleurs, Longchamp a pour objectif d'ouvrir une vingtaine de points de vente d'ici 5 ans, à rythme d'environ 5 par an, pour couvrir, à l'horizon 2025, une cinquantaine de points de vente en Chine. Donc c'est vraiment la répatriation de la consommation chinoise en Chine, et pour les marques premium ou luxe, une certitude absolue et s'impose totalement. Alors en plus, avant de donner la parole à Rémi, je vais sortir ma casquette de sachant, parce que Bismart est faite pour ça aussi. Il se trouve que, en Chine, on parle maintenant de soit double boucle, soit double circulation, c'est-à-dire c'est en plus du Covid une politique d'État
que de moins dépendre, en gros, il tire le leçon de ce qui s'est passé avec les États-Unis et avec Trump. Donc, on veut moins dépendre de l'étranger et on veut encore plus, c'était déjà vrai, mais on veut encore plus compter sur les forces chinoises, développer ce qui nous manque en termes de semi-conducteurs, etc. C'est pas forcément notre sujet aujourd'hui, et développer encore plus la consommation intérieure. Donc, en plus, ça colle avec la stratégie du Parti communiste. Et pour illustrer ce que vous venez de dire, ce que fait la Chine avec l'île de Hainan, où globalement transforme l'île de Hainan en hub duty-free à destination des touristes chinois. Je ne sais pas où c'est l'île. Il faut que vous me disiez. L'île de Hainan, c'est une assez grande île au sud de la Chine, une île quasi tropicale, que le gouvernement chinois est en train de transformer en Hawaï duty-free pour que le tourisme chinois demeure en Chine et que l'aspect duty-free qui attire évidemment les touristes soit en fait impatrié. Super intéressant. Rémi ? C'est intéressant parce qu'on est sur la même trajectoire. D'abord, le même diagnostic que André et la même trajectoire. Et vous allez sur cette île aussi. Rappelez-moi le nom de l'île. Hainan. Alors, c'est génial. En tout cas, on a une vingtaine effectivement de boutiques aujourd'hui. La masse critique, le premier seuil de palier qu'on se fixe, c'est effectivement entre 30 et 50 pour commencer à être visible et crédible. Et effectivement, aller servir les clients chinois qui sont effectivement en Chine. Donc, on est sur cette même trajectoire. Et puis quand même, je voudrais qu'on parle des outils parce que ça m'intéresse. Vous n'avez pas répondu sur la gestion des outils. Dans le retail, c'est quand même très, très, très important. Mais comment on sélectionne les villes ? Comment on sélectionne l'endroit où on va ouvrir une boutique Zadig et Voltaire ? Alors, c'est vrai pour tout le monde, et en particulier pour la Chine. Les pays, finalement, c'est des sommes de mégalopoles. Et finalement, on regarde où sont les concentrations urbaines, les tiers 1, les tiers 2, puis plus profondément dans... les États et j'ose même pas dire les campagnes, mais il y a des mégalopoles, effectivement, au fond de la Chine. Il y a des villes qu'on ne connaît pas où il y a 30 millions d'habitants. Et avec la connexion des Chinois qui ont un écosystème extrêmement particulier, avec WeChat en particulier et tous les réseaux sociaux, en réalité, où qu'ils soient, ils désirent les marques. Et évidemment, il faut aller bien plus loin que Shanghai, Pékin et les villes bien connues. Donc on les sélectionne, ces villes-là, par, je dirais, intérêt décroissant à mesure que l'on puisse rentrer plus profondément dans le pays. Mais ça veut dire, alors vous l'avez dit d'un mot avec WeChat, etc., ça veut dire qu'il faut adapter l'ensemble des systèmes de paiement, de comptabilité, de facturation, de procurement. Nous, on fait 25% de notre activité aux États-Unis. C'est un peu un faux ami parce qu'on se dit, bon, les États-Unis, c'est l'Occident, c'est un peu comme l'Europe. Bon, il y a quand même des particularités. En revanche, en Chine, sur quasiment tous les leviers business, il faut tout adapter. Il faut adapter l'offre. Ils veulent des produits qui soient adaptés en sizing, en couleur. Ils veulent des exclusivités pour bien montrer le fait qu'on s'adresse aux Chinois. Il faut absolument adapter, en particulier, toute la façon d'avoir une relation digitale avec eux, parce que c'est pas vraiment Instagram ni Google qui est le vecteur là-bas. Tout est différent et à vrai dire, ils sont plus avancés, ils sont beaucoup plus intégrés. Et donc, ça nous oblige vraiment à rebattre complètement les cartes et à réinventer, à partir de ce que nous sommes, la façon dont on se projette en Chine. Mais effectivement, je suis d'accord évidemment avec Rémi, il faut être extrêmement agnostique dans l'approche par rapport aux consommateurs chinois et aussi avoir la chance d'avoir des équipes locales qui soient un bon relais parce que c'est pas en vivant à Paris qu'on peut se rendre compte de la manière dont ça fonctionne là-bas. Donc s'appuyer sur les équipes locales, être agnostique en matière de distribution et faire en Chine comme font les Chinois. Donc Rémi a mentionné WeChat, c'est extrêmement important. On ne se rend pas compte de l'importance que peut avoir WeChat en Chine parce que c'est un écosystème qui englobe beaucoup de choses. Donc être présent sur WeChat, c'est important, mais également sur des opérateurs beaucoup plus gros comme Tmall et ainsi de suite. Tmall, c'est Alibaba, hein. Oui. C'est l'une des places de marché d'Alibaba. Nathalie, comment est-ce que vous comprenez, on a compris effectivement, cloud chinois, et comment est-ce que vous pouvez encore davantage accompagner vos clients sur ces enjeux qui sont vraiment très très intéressants. Ce que disait Rémi est vrai. Avant, on prenait beaucoup des États-Unis, en fait, d'un point de vue technologique, j'entends. Et en fait, on se rend compte que il y a plus de beaucoup de choses en avance, même si on apprend encore des choses dans des concept stores ou des trucs comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que c'est beaucoup plus côté asiatique qu'on est bousculé nous-mêmes. Et effectivement, les modes de paiement, c'est vraiment le bon exemple, puisque si on arrive et qu'on est connecté avec des choses européennes... si vous arrivez avec votre Visa ou votre Mastercard, vous avez 30 ans de retard. Voilà. Et donc... c'est ça, ils ne l'apprennent même pas. Et donc, on a des équipes locales sur place qui nous aident à faire les bons choix, parce que c'est beaucoup d'investissement, évidemment,
pour pouvoir maintenir tout ça. Et il y a le paiement, il y a du légal, il y a un truc qui s'appelle le FAPIO, donc c'est des factures un peu particulières. Et comme l'a dit aussi André, il faut travailler avec des Chinois. Et on le sait tous, dans des entreprises internationales que nous avons, les équipes chinoises, les nôtres, les vôtres, il faut aussi les intégrer, leur parler différemment des Européens et c'est clé, quoi. Bon, il faut switcher sur... Parce que le temps tourne très... Non, mais quand même, juste, alors très rapide, vous avez l'impression, c'est une question que je me pose, moi, de construire des barrières à l'entrée très importantes, parce qu'à un moment... peut-être que l'entrée, ce qui s'est passé pour l'automobile, à un moment, peut-être que les Chinois diront « Bon, allez, ceux qui sont là restent, mais maintenant c'est fini et on essaye de développer nos propres marques ». Je ne sais pas ça. D'accord. Je ne sais pas parce que, en tout cas, à ce stade, ce que l'on ressent, c'est que les Chinois veulent rester dans le monde. Et donc, ils sont, en tout cas, d'un point de vue des marques, très friands d'un modèle de consommation et d'inspiration qui est global. Donc, pour l'instant, on ressent plutôt... Alors, ils sont extrêmement friands de nouveautés. Ça nous oblige beaucoup parce qu'au bout de 2 ans, si vous leur proposez la même chose, ils s'ennuient. Donc, il faut avoir un certain rythme. Et de ce fait, par leur curiosité, finalement, il y a beaucoup de marques qui ont des nouvelles choses à proposer, qu'ils accueillent à bras ouverts. André ? Oui, il faut être assez prudent parce qu'effectivement, l'émergence de marques chinoises, pourquoi pas, ça viendra peut-être. C'est ce qu'ils ont fait pour l'automobile. Mais à la limite, pour les marques européennes, l'important, et en tout cas pour Longchamp, c'est de se focaliser sur nos valeurs. Quel est l'intérêt pour un consommateur chinois d'acheter Longchamp? Qu'est-ce qu'on lui offre de différent? Quelle est notre personnalité? Et c'est ça ce qu'on travaille. Et qu'on ait des concurrents chinois ou français ou italiens comme actuellement, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Nouveau canal de vente, Nathalie, et c'est vrai, donc place de marché, donc voilà, on en a parlé très rapidement avec Tmall, social selling. Et là aussi d'ailleurs, je le dis d'un mot, mais vous avez suivi ça, le gouvernement chinois lui-même s'est inquiété en fait de la puissance du social selling autour justement d'Alibaba, dans l'ensemble de ce qui s'est passé autour de Jack Ma. Et puis live streaming, qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? C'est vraiment un foisonnement assez incroyable aussi. Oui, alors je pense qu'ils en parleront bien mieux que moi. Simplement nous, d'un point de vue toujours technologique, au système de gestion. Donc une place de marché, c'est quoi? C'est un site internet qui est comme un centre commercial digital avec plusieurs boutiques. Donc quand on parlait beaucoup de l'omnicanalité, on opposait au départ le magasin physique et le site internet de la marque. Là, c'est un autre canal qui doit s'analyser en tant que tel, qui est différent. Il faut le choisir à bon escient. Là, je pense qu'ils en parleront encore une fois bien mieux que moi. Et ben nous, on se doit de gérer. Donc, je ne sais plus quel sera le prochain terme pour gérer tous ces canaux, puisque le social selling est un autre canal, le live est encore un autre canal. Et donc, nous, c'est pareil, c'est de l'investissement permanent. Et on travaille beaucoup avec nos clients, en plus de nos propres forces vives, pour être sûr qu'on est bien dans l'innovation qui sera utile pour eux, qui est utile au quotidien. Social selling et, alors on n'en parlera pas là, mais peut-être une prochaine fois, social order, c'est-à-dire qu'il y a aussi des places de marché maintenant B2B, et dans les relations clients-fournisseurs B2B, commencent à s'installer aussi des idées de places de marché. J'ajoute aussi que là-dessus, on a quand même un acteur français important, qui s'appelle Miracle, qui est un fabricant de places de marché et qui compte dans le monde. C'est important pour vous, justement, parce que le risque, c'est de perdre un peu le contrôle de ces ventes, justement, de sa marchandise et de son process. Zadig et Voltaire a toujours voulu inspirer ses clients et les faire oser leur propre style. Donc on revient sur l'expérience client. Et dans les choix des marketplaces, c'est pas juste un canal commercial. Il faut, en tout cas, c'est notre principe, s'assurer que la tonalité, l'approche, le côté marketing de la place de marché ajoute à la symphonie de la marque. Donc nous, c'est de cette manière-là qu'on fait le choix entre les places de marché. Le deuxième peut-être commentaire, parce que vous mentionnez le live shopping, pour moi, ça va être une rupture aussi forte que le digital l'a été pour le retail. Et il faut le considérer comme ça. Et d'un point de vue technologique, les Chinois étant beaucoup plus en avance sur ce thème-là, il faut être assez, vous parliez d'être agnostique, je pense qu'il faut être assez modeste. Et moi, je considère qu'on peut faire du reverse, apprendre justement de tout ce qui se fait, qui est beaucoup plus pointu en Chine sur le live shopping, et voir comment, à l'envers, en Occident, on peut le mettre en place. Pour moi, ça va complètement prendre en fait l'ensemble des leviers et la façon dont on regarde notre chaîne d'expérience client
quasiment de façon orthogonale. Ça va faire tomber toutes les frontières. Le live shopping, c'est une relation cliente qui en fait étire ce que l'on avait. On avait une relation client digitale, omnicanal aujourd'hui. Et à mon avis, ça va être étiré entre le live shopping qui est quasiment de la personnalisation extrême et puis en même temps, à l'inverse de l'intelligence artificielle, des logiciels qui vont travailler un peu plus en masse. Par exemple, voilà, vous allez sur notre site Zadig Voltaire, pas aujourd'hui mais demain, et vous, Stéphane Soumier, vous allez être, on va savoir ce que vous préférez. C'est ça, de la recommandation. Exactement. Et simplement pour être plus pertinent et plus intéressant. Enfin, juste je le dis d'un mot, mais les magasins de bricolage, pour le coup, sont assez précurseurs en France autour de ça. Le Roi Merlin fait du live shopping. Ouais. Ils ont même en fait des sites internet, des mini-sites dédiés sur chaque vendeur un peu spécialisé. On comprend tout à fait le bricolage, comment ça peut marcher et être très, très efficace. Donc là, effectivement, il y a des choses qui se passent qui sont passionnantes. André, comment est-ce que vous regardez ça? Alors, pas forcément live shopping, parce qu'il y a aussi social selling. Je crois dans le luxe très, très important, justement. Oui, mais là, tout dépend de la personnalité de la marque. Comme le disait Rémi, c'est à chaque marque de construire une relation avec son client en fonction de la personnalité de cette marque. Donc, ça va être à Longchamp de définir son propre chemin vis-à-vis du client et utiliser le live streaming avec une prise de connaissance sur ce qui se passe en Chine. Parce qu'effectivement, c'est pas la marque qui décide comment vendre à son client, c'est le client qui décide comment il veut être touché par une marque. Ce que disait Rémi sur l'ambiance de la marketplace, votre phrase était absolument magnifique, je l'ai oublié, mais qui ajoute à la magie de la marque ou à la symphonie. Ah, bien sûr. Sublime. Qui ajoute à la symphonie de la marque. C'est très important pour vous aussi. Oui. Mais là aussi, je répète le fait d'être agnostique, de même que physiquement, on est présent sous pas mal de formes. Des boutiques en propre, des concessions dans les grands magasins, des boutiques chez les opérateurs duty free. Le monde digital, c'est pareil. On a des sites en propre, on est présent sur les places de marché, on est présent avec des partenaires department store. Et donc, c'est pareil, c'est une symphonie aussi. Et c'est à chaque marque, en fonction de sa personnalité, de choisir quel est le mix de distribution qui correspond le mieux vis-à-vis de la clientèle cible qu'elle veut toucher. Sachant qu'on est sur un territoire que vous êtes en train de défricher. Et donc, la vérité d'hier n'est certainement pas celle de demain. Elle n'existe pas encore, il faut l'inventer. C'est ça, il faut l'inventer. Et je pense que épuisant. Autant le digital a été assez vite un sujet très technique, autant je pense que le live shopping va l'être, bien sûr, parce qu'il nous faut des outils, mais ça nous ramène à l'entertainment. Ce qui marche en Chine, et ce qui marche aussi partout, c'est d'arriver à événementialiser la relation et la vente. Et alors, à ce moment-là, ça devient un sujet de création. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où vous pouvez exprimer tout votre potentiel et on sera là pour vous accompagner. Et du coup, tout ça, on a besoin pour avancer dans ces choses-là, et bien d'analyser finement la donnée, puisqu'on a effectivement des tas de choses à faire grâce à cette donnée, puisque quand on parlait de relations personnalisées ou expérientielles de la marque, enfin que la marque veut faire avec son client, ben forcément, il faut qu'on analyse toutes les données qu'on a. On a la chance d'avoir une multitude de données incroyable, c'est de l'or en barre qui est aujourd'hui pas encore à pleine puissance. C'est de l'or en barre si vous n'êtes pas, moi l'expression que j'emploie c'est noyé dans le data lake, c'est-à-dire tout le monde a son data lake. Il y a un plongeoir et le problème c'est déjà il faut que ce soit propre. Oui, mais voilà, non mais c'est ça. Non mais c'est sûr, il y a c'est des là où les fondamentaux. outils du début à la fin de la chaîne sont très très importants, Nathalie. Mais là on se rend compte en plus avec les solutions cloud, évidemment on a des puissances machines qui sont démultipliées. On a la chance d'avoir nous près de 400 enseignes maintenant dans le cloud, donc on a de la masse d'informations qui, une fois qu'évidemment elle est anonymisée, et bien sûr, elle permet d'enrichir des tas de choses pour le bien de nos retailers. Je peux prendre, je vais prendre deux exemples. Le premier, c'est tout ce qui est personnalisation de l'expérience du client avec la marque. Donc, on sait beaucoup de choses. Et donc, dans les outils, on est capable, même pour le vendeur qui est en magasin, de lui donner beaucoup d'informations pour savoir quelles sont les interactions que le client a eues avec sa marque, quel que soit le canal ou le like ou l'a fait. Et puis, c'est aussi, donc ça c'est plutôt pour le front, mais aussi en amont dans nos outils, on a beaucoup de données qui permettent de calculer ce qu'on appelle les ventes potentielles ou les stocks idéaux à date. Donc là, il y a un peu d'intelligence artificielle en plus. Mais ça, c'est des outils pour que justement ils puissent se concentrer sur d'autres trucs et que nous, on puisse les aider à gérer le mieux possible. Parce que les stocks, ça coûte cher. Rater des ventes, ça coûte cher. Et là, il faut qu'on en rate le moins possible puisqu'on a quelques contraintes qui nous sont tombées dessus. Et donc, on essaye de développer tout ça.
autour de la donnée pour la rendre... J'ai appris il y a 2 jours que le premier retailer du monde, je ne savais pas, en l'occurrence Walmart, ils ont une constellation de satellites quand même pour gérer leur supply. C'est-à-dire ça... Sûrement. C'est pour vous dire à quel point ce sujet-là, ce que vous venez de décrire, il est fondamental et il va l'être de plus en plus dans une accélération de l'ensemble. Bien sûr, et puis après, il y a ce qu'on appelle la machine learning qui, avec les données qui sont engrangées dans les systèmes, permet de prédire ce qui peut se passer si on ajuste ça ou ça. Il nous reste une 30, donc 45 secondes chacun. André, la data, la gestion de la data. Alors, tout à fait d'accord avec ce que Nathalie vient de dire. Il y a un élément essentiel aussi, ce qu'elle a mentionné sur l'amont, le fait que la qualité de la donnée rentrée et analysée, que la capture de la donnée, donc déjà, en travaillant avec Cegid, on a un outil qui nous permet de capturer l'ensemble des données sur les 300 boutiques opérées par la marque dans le monde. Donc déjà, être capable... Ça part des vendeurs, ça part du front, comme le disait Nathalie. Voilà. Mais avoir une donnée de qualité, ça paraît évident comme ça, mais c'est déjà une première étape essentielle. Donc voilà. Je crois que on a la première brique. Tous les hommes, femmes d'entreprise qui vous écoutent savent que c'est loin d'être évident que la toute première donnée rentrée soit faut la faire vivre aussi. Une donnée correcte. Oui, mais... Et on a les contraintes liées au GDPR aussi, où on ne peut pas non plus évidemment stocker n'importe quoi. Mais... Rémi ? Sans doute ces sujets de data dans les modèles, c'est un continuum entre le mass market, vous avez parlé de Walmart, et puis le luxe. Moi, je considère que c'est vraiment nécessaire comme assistance à ce qui émerge comme étant toujours de plus en plus important. C'est des outils pour nos équipes de vente pour vraiment avoir une relation extrêmement personnalisée et in fine quand même humaine vis-à-vis de nos clients. On a la chance d'avoir finalement peu de clients que l'on peut vraiment traiter de façon exceptionnelle. Donc c'est comme ça qu'on voit les outils de data et de technologie. Top, tout ça a été absolument passionnant. Rémi Baume, donc le patron de Zadig et Voltaire, André Louit, le directeur financier de Longchamp. Merci André, merci Rémi. Nathalie, vous restez avec nous et on va vous présenter une start-up tout de suite pour terminer cette session de rebond. Les 5 dernières minutes de rebond avec donc la start-up de la semaine, la start-up du jour. Emmanuel de Courcelles, c'est le patron de Retail Int. C'est Retail Int. Exactement. Int pour Intelligence. Intelligence. Nathalie, 2 mots sur pourquoi est-ce qu'on a la chance de discuter 5 minutes avec Emmanuel ? Écoutez, on s'est rencontrés il y a quelques mois. C'est pas si vieux que ça, où on se posait beaucoup de questions par rapport au dashboard qu'on pouvait fournir à nos clients, parce que classiquement, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, j'avais tant comme budget. Bon, je suis en avance, je suis en retard, mais c'est pas... Bon, ça fait pas super kiffer. Et puis, est arrivé aussi dans la difficulté économique que nos retailers ont pu connaître, de besoin un peu de se benchmarker avec les autres dans leur même typologie de segment ou de compte. Et c'est là où on s'est rencontrés, on a commencé à discuter ensemble et je trouvais intéressant qu'Emmanuel puisse présenter son entreprise. Alors vas-y Emmanuel. En 2 mots, nous, on travaille avec une petite centaine d'enseignes en France, 15 000 magasins, 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On va collecter tous les matins leurs données de vente par magasin de la veille. On va anonymiser, on va nettoyer, modéliser, et on va leur renvoyer tous les matins une comparaison de leur croissance de la veille avec le marché, global, par secteur, par type d'emplacement, en chiffre d'affaires, en trafic. Et pour chacun de leurs magasins, une comparaison de leur croissance avec les voisins, qui les aide à mieux évaluer la performance de leur magasin. Et on a aussi, à côté de ça, un modèle mathématique qui permet de simuler ou de définir le potentiel de chiffre d'affaires d'un magasin, d'une enseigne par emplacement, qui sert à la fois sur le parc existant à diagnostiquer la performance des magasins et en expansion, à pouvoir piloter son expansion sur des bases assez objectives. Et même au sein des enseignes, par exemple, ils n'avaient pas en fait des outils comparables pour essayer d'évaluer la performance de leur magasin ? Ils ont énormément de données et d'outils, vous en parliez avant, sur eux-mêmes, sur leur magasin, leurs produits, leurs clients. Ils ont très peu de choses sur l'extérieur. Et donc nous, on leur fournit une comparaison de leur performance avec l'extérieur. L'extérieur étant le secteur ou la zone de chalandise. Et j'imagine que chacun est volontaire parce que justement il récupère derrière, parce qu'il y a un petit peu de manip. Donc ça veut dire quoi ? Vous vous pluguez sur leur système, ça se fait de manière automatique, j'imagine ?
On récupère tous les matins, effectivement, par un flux automatisé Ouais, voilà, les données c'est ça. de vente de chaque enseigne. On le fera demain si on travaille avec Cegid sur un partenariat où on pourra mutualiser l'effort. Et effectivement, la valeur est proportionnelle au nombre d'enseignes. Ouais. Plus vous avez d'enseignes, Ouais. et plus c'est riche pour tout le monde. Ouais. Nathalie, qu'est-ce que, enfin, le potentiel derrière tout ça, parce que on sent bien qu'on rentre, notamment pour le retail, dans une période où tout va aller beaucoup plus vite. Bien sûr. Et ça donne quoi? Plus d'agilité, plus de force de réaction? Je pense que, comme l'a dit Emmanuel, encore une fois, comme on est dans un changement vraiment très profond, hein, et le retail physique va être mis en cause. Il y a des magasins qui sont moins rentables que d'autres. Et là, les outils que propose Emmanuel, même à l'intérieur de sa propre marque, on croit que ce magasin ne marche pas parce que c'est l'endroit qui ne marche pas. Mais en fait, c'est peut-être les équipes, c'est peut-être... et donc, ça permet de se bencher par rapport à ça. Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est que quand vous avez un directeur de l'expansion qui a des fonds pour aller acheter des magasins, il faut qu'il choisisse entre telle rue, parce qu'il y a plusieurs emplacements disponibles. Et Emmanuel, il est capable de dire, comme il est dans ce segment-là, que la taille de la boutique, elle est comme ça, que le chiffre d'affaires prévisionnel, potentiel. Je pense que... voilà. Ah oui, ça peut même avoir un impact sur l'immobilier, en fait. Oui, tout à fait, clairement. On est capable de dire... Mais ça, Bon, mais après, comme vous l'avez dit, il faut qu'il y ait à l'intérieur l'équipe qui soit capable de mettre la magie commerciale dans tout ça, quoi. Voilà, ça va être ça le sujet. Et par rapport à cette tendance que moi je trouve très intéressante, alors on appelle ça flagship, mais finalement du magasin démonstrateur qui va être de moins en moins le magasin vendeur, là il y a un sujet peut-être aussi, non, à analyser? Oui, après il faut faire... Ce que je veux dire, c'est plus forcément le chiffre d'affaires du magasin qui fait en fait le succès du magasin. Voilà ce que j'essayais de dire. Donc, vous avez parfaitement raison. Donc, nous on n'analyse pas que le chiffre d'affaires, aussi le trafic, c'est ça. les tickets. Après, on peut aussi les lier avec les ventes e-commerce. Donc, on collecte aussi ces flux-là. Donc, c'est un ensemble de données. Eh bien, merci Emmanuel. Emmanuel de Courcelles, donc Retail Intelligence, Retail Int. Nathalie, j'étais ravi. moi aussi. Et Smart Rebond revient très vite et on vous souhaite une bonne semaine.